Il y a des voitures qu'on n'a pas besoin de présenter. Si vous avez grandi en Colombie, en Argentine, au Venezuela ou dans n'importe quel pays d'Amérique latine entre les années 70 et les années 90, vous savez déjà de quoi on parle. Vous l'avez vu se garer devant chez vous, dans le garage du voisin. Il est possible que vous ayez appris à conduire dedans. Et il est plus que probable qu'un matin, à 6 heures, vous ayez entendu ce moteur démarrer pendant que votre père partait travailler. Comme la seule horloge dont ce quartier avait besoin pour savoir qu'il était temps de se lever. La Renault 12 fut la voiture de la classe moyenne latino-américaine. Pas de la classe moyenne supérieure, ni du cadre, ni du professionnel libéral. Du mécanicien, de l'instituteur, du chauffeur de taxi, de l'homme qui l'acheta à crédit, qui l'entretint pendant 20 ans et qui finit par la léguer à son fils quand elle affichait déjà 300 000 km et roulait encore. Voilà ce qu'était la Renault 12. Et pourtant, elle a disparu. La question n'est pas seulement de savoir quand elle a disparu, mais pourquoi. Parce que la réponse en dit beaucoup sur le fonctionnement de l'industrie automobile, sur celui des gouvernements et sur qui paye le prix quand les deux décident de regarder ailleurs. Pour comprendre ce qui est arrivé à la Renault 12 en Amérique latine, il faut d'abord comprendre ce qu'était cette voiture au moment où Renault l'a conçue. Le projet naquit en 1965 dans les bureaux de design de Renault en France sous le nom de Projet 117. L'objectif était de construire une berline de gamme moyenne entre la Renault 8 et la Renault 16, économique, spacieuse et facile à entretenir. Une voiture qui n'exigerait pas trop de son propriétaire, mais qui ne le lâcherait pas non plus au mauvais moment. 4 ans plus tard, en octobre 1969, le résultat fut présenté au Salon de Paris. Traction avant, moteur de 10 289 cm3 dans sa version initiale. Carrosserie berline 4 portes, coffre généreux pour son segment, ce n'était pas une voiture conçue pour impressionner, mais pour résoudre. La réception fut suffisamment positive pour que Renault envisage de l'exporter vers des marchés qui, à cette époque, croissaient à un rythme que l'Europe observait avec attention. L'Amérique latine. La classe moyenne du continent était en pleine expansion. Elle voulait une voiture, et la Renault 12 était exactement ce qu'elle pouvait se permettre. En 1971, la Renault 12 arriva en Argentine. Pas importée, assemblée sur place, à l'usine de Santa Isabel, dans la province de Córdoba, qui fabriquait des modèles Renault sous licence depuis des années. Le 2 novembre 1971, la première Renault 12 argentine sortit de cette chaîne. Personne ne le savait encore, mais cette date allait prendre une importance particulière bien plus tard. En 1973, ce fut au tour de la Colombie. Le 11 septembre, Sofasa, fondé 4 ans plus tôt en partenariat entre le gouvernement colombien et Renault France, présenta la Renault 12 depuis son usine d'Envigado, près de Medellín. Le marché automobile colombien offrait alors peu de choix. Un espace était clairement vacant dans la catégorie des berlines moyennes et la Renault 12 s'y installa avec précision. Elle arriva aussi au Venezuela, assemblée à Mariara, dans l'état de Carabobo, puis au Chili et au Mexique. Tout au long des années 70, elle devint la voiture la plus présente dans le segment moyen d'une vaste partie du continent. Non pas parce qu'elle était mieux publicisée que les autres, mais parce qu'elle fonctionnait. Pour comprendre pourquoi la Renault 12 déclenche encore aujourd'hui des conversations qui durent des heures entre latino-américains d'un certain âge, il faut comprendre ce qu'elle représenta pour toute une génération. En Colombie, où on l'appelait simplement le Renault, elle fut pendant plusieurs années la voiture la plus vendue du pays. En 1978, elle était le leader incontesté du marché et la version taxi se produisait en nombre qu'aucun autre modèle n'approchait. C'était la voiture du chauffeur de taxi, mais aussi du professeur de lycée, du gérant de magasin, de la famille qui, pour la première fois de son histoire, pouvait dire qu'elle avait une voiture à elle. En Argentine, la voiture devint un élément constitutif de l'identité nationale. Impossible de faire le tour d'un pâté de maison sans en croiser plusieurs. Elle servit de taxi, de voiture de patrouille, d'ambulance. La version break fut celle avec laquelle de nombreuses familles firent leur premier long trajet, chargés jusqu'au toit de valises et d'enfants, avec la promesse que ce moteur fiable allait arriver à destination sans problème. Près de 450 000 unités furent vendues en Argentine entre 1971 et 1994. Un chiffre massif dans un pays de peu plus de 30 millions d'habitants. La Renault 12 n'était pas la plus puissante, ni la plus rapide, ni la plus élégante. Elle était la plus fiable et la plus compréhensible, celle que n'importe quel mécanicien de quartier pouvait entretenir avec les outils qu'il avait sous la main.
Cette relation entre la voiture et celui qui la conduisait ne s'achetait pas avec le véhicule. Elle se construisait kilomètre après kilomètre, année après année, pièce après pièce. Il y a des hommes qui ont aujourd'hui 60 ans et qui peuvent décrire de mémoire chaque détail du tableau de bord, d'une Renault 12, le toucher exact du levier de vitesse, le son que faisait la porte du conducteur en se fermant. Ce n'est pas de la nostalgie pour une voiture, c'est de la mémoire corporelle, et celle-ci ne s'oublie pas. Pendant ce temps, en Europe, le cycle du modèle touchait à sa fin. Renault développait depuis des années son successeur. En 1978, elle présenta la Renault 18, plus moderne, plus grande, mieux équipée, conçue pour une classe moyenne européenne exigeant davantage de ses véhicules. En 1980, Renault ferma la ligne de production de la 12 en France. Le modèle avait duré 11 ans sur son marché d'origine, avec 2,5 millions d'unités produites dans le monde. Un succès par n'importe quelle mesure. La Renault 18 était l'avenir, et l'avenir ne laissait pas de place au passé. Ce qui se passa ensuite dépendait de chaque marché. En Colombie, Sofasa suivit l'exemple presque immédiatement. En 1981, la production à Envigado prit fin après 56 250 unités fabriquées en 8 ans. Toutes versions confondues. La Renault 18 entra pour la remplacer sur la même chaîne. Au Venezuela, la production s'arrêta également dans les premières années des années 80. L'Argentine fut l'exception. La Renault 12 avait pénétré si profondément le marché, la culture automobile et l'économie de ceux qui l'achetaient et l'entretenaient, que la retirer de la production n'était pas une décision simple. L'usine de Santa Isabel continua de la fabriquer année après année, alors qu'en Europe, le modèle était déjà une référence historique. On l'a mis à jour sur certains détails, et dans un moment que seule l'Argentine pouvait vivre, une version sportive fut développée en association avec Alpine, la division haute performance de Renault. 500 unités en sortirent, avec moteur renforcé et composants de compétition. Aujourd'hui, des objets de collection d'une valeur considérable. En 1985, la Renault 12 était encore en production en Argentine. En 1990 aussi, le monde avait changé autour d'elle. Le Japon avait pénétré avec force le marché latino-américain. Les voitures coréennes commençaient à apparaître dans les concessions. L'industrie automobile mondiale vivait une transformation accélérée. Et à Cordoba, le même modèle que Renault avait cessé de fabriquer en France une décennie plus tôt sortait encore de l'usine, non pas parce que personne ne réalisait que c'était une voiture au design ancien, mais parce que personne ne voulait cesser de l'acheter. Au début des années 90, deux processus séparés par des milliers de kilomètres frappèrent la Renault 12 par deux flancs distincts, et presque simultanément. En Colombie, l'ouverture économique impulsée par le gouvernement du président César Gaviria transforma de fond en comble les conditions du marché automobile. Jusqu'alors, les usines d'assemblage opéraient sous un modèle protectionniste qui rendait toute concurrence directe avec des voitures étrangères pratiquement impossible. Avec l'ouverture, les droits de douane baissèrent, les importations arrivèrent, et un marché qui n'avait eu pendant des décennies que 3 options locales se retrouva soudain avec des dizaines de marques en compétition. Les voitures japonaises et coréennes n'étaient pas nécessairement meilleures que la Renault en fiabilité à long terme, mais elles étaient neuves, modernes visuellement, et l'acheteur colombien avait pour la première fois de vraies raisons de comparer. En Argentine, le plan de convertibilité du gouvernement de Carlos Menem et l'ouverture commerciale qui l'accompagna produisirent un effet similaire. Les voitures importées, jusque-là articles de luxe, devinrent accessibles à des segments de la classe moyenne qui ne les avaient jamais envisagés. La Renault 12, qui avait survécu à des crises économiques, à des gouvernements militaires, à des inflations qui auraient détruit l'industrie dans n'importe quel autre pays, faisait maintenant face à la concurrence d'un marché ouvert auquel elle n'avait pas été conçue pour répondre. À l'usine de Santa Isabel, la direction savait depuis un moment que le cycle touchait à sa fin définitive. Maintenir en production un modèle de plus de 2 décennies, dans une usine qui avait besoin de se moderniser et qui concursait des voitures fabriquées dans des conditions globales différentes, n'avait plus la justification économique d'autrefois. Le 2 novembre 1994, les travailleurs de Santa Isabel terminèrent les 8 dernières Renault 12 de la chaîne, les préparèrent pour le camion qui allait les distribuer aux concessions, et fermèrent la ligne pour toujours. La date ne fut peut-être pas un hasard.
Le 2 novembre 1994, la Renault 12 argentine faisait ses adieux exactement 23 ans après son arrivée. La première était sortie le 2 novembre 1971. La dernière, sortie le 2 novembre 1994. La même date, 23 ans plus tard. Avec ses 8 unités, ce n'était pas seulement l'Argentine qui faisait ses adieux, mais tout le continent hispanophone. L'Argentine fut le dernier pays hispanique à maintenir vivante la production de la Renault 12. Quand cette ligne ferma à Cordoba, le modèle cessa d'être fabriqué dans toute l'Amérique hispanique. Voici ce que la plupart des récits sur la Renault 12 ne disent pas clairement. Renault ne disparut pas d'Amérique latine. Elle ne fit pas faillite. Elle ne fut pas expulsée. Elle continua de vendre, de croître, de rester l'une des marques les plus importantes du marché en Colombie et en Argentine dans les décennies qui suivirent. Sofasa opère encore aujourd'hui en Colombie et reste une référence du secteur automobile national. Ce que Renault cessa de faire, ce fut de vendre à l'homme qui avait construit cette présence. Celui qui achetait à crédit, entretenait sa voiture dans le garage de sa maison, apprit à faire lui-même les vidanges parce qu'il ne pouvait pas payer le garage tous les mois et connaissait ce moteur avec la même familiarité qu'il connaissait sa propre main. Cet acheteur se retrouva sans voiture quand la 12 disparut. Non pas parce qu'il n'y avait plus de voitures disponibles, mais parce que celles qui vinrent la remplacer étaient plus chères, plus complexes électroniquement, moins réparables dans le garage de la maison, moins compréhensibles pour quelqu'un qui avait construit sa relation avec la mécanique sur un moteur qui pardonnait presque tout et demandait très peu en échange. L'ouverture économique ne tua pas la Renault 12. Elle accéléra ce qui était déjà décidé depuis les bureaux centraux de Renault à Paris, que le segment qu'elle servait, le plus large et le plus loyal de la classe moyenne latino-américaine, n'était pas celui que la marque voulait prioriser dans sa prochaine étape de croissance. Le futur de Renault dans la région, c'était les modèles plus modernes, mieux équipés, ce qui générait une marge supérieure par unité vendue. La Renault 12 avait servi à entrer sur le continent, à grandir, à construire la confiance qu'une marque française avait besoin de bâtir sur des marchés qui ne la connaissaient pas. Une fois cette confiance construite, l'instrument qu'il avait construit n'était plus nécessaire. 5 ans après la fermeture de la ligne à Santa Isabel, les lecteurs d'un magazine automobile colombien élirent la Renault 12 comme la deuxième voiture la plus populaire du XXe siècle. Dans le pays, seule la Chevrolet Chevette la dépassa, une voiture elle-même hors de production depuis près de 2 décennies. Preuve que la mémoire collective conservait intact le souvenir de ce qu'elle avait représenté. Aujourd'hui, dans les foires de voitures classiques à Buenos Aires, à Bogota, à Medellín, des hommes de 60 ans s'arrêtent devant une Renault 12 comme si le temps s'était suspendu. Ils reconnaissent l'odeur, le son de la porte en se fermant, la texture du tableau de bord et la position exacte des commandes. Ils ne s'arrêtent pas parce qu'ils aiment se souvenir du passé, mais parce que cette voiture était présente dans les moments qui ont le plus compté, le jour où ils emménagèrent dans la nouvelle maison, le jour où naquit le premier enfant, le premier long voyage, le dernier trajet avec le père avant que celui-ci tombe malade. La Renault 12 ne disparut pas parce qu'elle avait échoué. Elle disparut parce qu'elle avait trop bien rempli sa mission. Elle apprit à toute une génération de latino-américains à faire confiance à une marque. Et quand cette marque décida qu'elle n'en avait plus besoin, elle la laissa partir sans cérémonie, avec la même froideur avec laquelle les grandes entreprises se séparent des choses qui leur ont jadis été utiles. Les hommes qui l'ont vécu savent exactement de quel type de froideur on parle. Et ils savent aussi que cette voiture ne doit rien à personne.